Entre 1940 et 1945, plus d'1 million d'enfants, de femmes, d'hommes ont été assassinés à Auschwitz. En 2016, plus de 2 millions de visiteurs ont arpenté les lieux. Tout le monde, bien sûr, arrive avec l'idée qu'il vient dans un endroit très, très spécial, qui va changer sa vie. Et quand la première chose que vous voyez, ce sont tous ces gens qui font la queue pour pouvoir entrer dans le camp, et qu'ensuite vous voyez le stand à pizza en face, et puis ces filles qui font du business et racolent les voitures pour les parkings concurrents. Si vous n'avez pas une forte conscience que ce que vous faites est important, je pense que vous pouvez aussi bien laisser tomber. Pour moi, la notion de musée est insupportable. On ne peut pas appeler musée un lieu qui a conduit à tellement de morts. À moi, ils vont me demander de l'argent pour que je rentre là. À moi, ils vont m'interdire quelque chose. Oh non. Et moi, là-bas, je suis chez moi parce que j'y ai laissé quelque chose pour toujours. Que faire d'Auschwitz? Quel sens, quelle vocation lui donner? Fallait-il en faire un musée? Fallait-il le sanctuariser? Fallait-il l'abandonner? Ces questions sont au cœur d'une guerre des mémoires qui dure depuis 70 ans, depuis que le monde a découvert Auschwitz. Janvier 1945. Sur le front de l'Est, l'armée rouge repousse l'armée allemande. Les soviétiques entrent dans Cracovie. À Auschwitz, on entend tonner le canon. Les nazis s'apprêtent à fuir, mais auparavant, ils voudraient effacer les traces du meurtre de masse. C'était la grande pagaille, hein. Plus de SS, notamment sur les miradors. Les barbelés ne sont plus électrifiés. Le camp était quasiment vide de déportés. On a vu arriver un commando spécial avec des moyens de destruction considérables. Les SS, en fait, avaient comme politique très claire d'effacer toute trace. Ils ont réussi à brûler la plupart des archives. Ils ont réussi à faire sauter les chambres à gaz et les crématoriums de Birkenau. Ils ne sont pas arrivés à temps à détruire le tout. Surpris par l'armée rouge, Le 27 janvier 1945, en marche vers Berlin, la 100e division de l'armée rouge découvre par hasard le camp d'Auschwitz-Birkenau. Les soldats ne le savent pas encore, mais ils viennent de pénétrer dans le plus grand cimetière du monde. « 70 000 internés politiques polonais, 15 000 prisonniers de guerre soviétiques, 6 000 tziganes et 1 million de juifs y sont morts de faim, de maladie ou ont été assassinés dans les chambres à gaz.
Auschwitz est le plus grand complexe concentrationnaire du Troisième Reich et le plus grand centre de mise à mort des Juifs. Il s'étend sur plusieurs centaines d'hectares. Il est composé de 3 camps principaux. Auschwitz I, le camp de concentration. Auschwitz II Birkenau, le camp d'extermination avec ses installations couplant chambres à gaz et fours crématoires. Et Auschwitz III Monowitz, le camp de travail où les détenus ont construit une gigantesque usine et auquel sont rattachés une quarantaine de sous-camps. Les Soviétiques prennent la mesure de leur découverte. 2 mois après leur arrivée, ils se mettent en scène et se filment en libérateurs du plus grand camp nazi. Ils envoient aussi une commission d'enquête. Le camp de concentration est encore intact. Les baraques de Birkenau sont debout. Les traces de l'assassinat des Juifs sont nombreuses. On retrouve des cheveux et des dizaines de milliers d'objets ayant appartenu aux victimes. Une question se pose immédiatement et qui ne cessera de hanter le lieu. Que faire d'Auschwitz ? Il y avait un grand débat dans les années 45-47 sur l'avenir de tout ce qui restait après le camp. Il y avait des voix qui disaient qu'il faut raser tout, il faut rien sauvegarder, parce que de toute manière, quoi que l'on ne sauvegarde, cela ne pourra pas transmettre l'immensité de l'horreur. Après le départ des Soviétiques, le lieu est livré à lui-même. La Pologne est ravagée. Des pilleurs arpentent et fouillent le camp. Des baraques en bois de Birkenau sont démontées et réutilisées par les Polonais. Comme d'autres lieux d'assassinat de masse, Auschwitz est la proie des chercheurs d'or. On les appelle les hyènes. Ces régions ont été souvent fouillées par des chercheurs de trésors. S'il y a des juifs, c'est qu'il y a de l'or, par définition, dans cette espèce de pensée antisémite primitive. Donc on fouillait. Vous aviez des groupes de gens qui venaient le week-end pour chercher dans la terre s'ils pouvaient trouver quelque chose. Ils trouvaient une cuillère en argent, ils trouvaient un diamant qui avait été avalé par quelqu'un. Les chercheurs d'or pensent qu'il suffit d'aller dans ces champs et de creuser pour faire une incroyable récolte. Pourtant, une dizaine d'anciens prisonniers politiques polonais d'Auschwitz sont installés dans le camp pour le protéger et préserver ce qui en reste. Ils tiennent à ce que les bâtiments et ruines d'Auschwitz servent de témoins des souffrances et des crimes perpétrés dans ce lieu. Ils se sont installés dans le camp. Il y avait des baraquements qui ont été transformés en appartements. Ils ont commencé à faire un jardin, à avoir des poules, à avoir de quoi se nourrir. Et donc ils vivaient là. C'est assez étrange d'ailleurs. Vivre Auschwitz toute sa vie, il faut le faire. Enfin, Mais il y avait un espèce d'attachement à ce lieu. Donc les rescapés vont organiser une sorte de service d'ordre. Ils vont protéger le lieu. Les affrontements entre anciens prisonniers et chercheurs d'or vont conduire au drame. Un fouilleur est tué. Le gouvernement polonais décide de placer le lieu sous sa responsabilité. Le 2 juillet 1947, à l'occasion d'une cérémonie très solennelle, Józef Cyrankiewicz, le Premier ministre polonais, fait du camp d'Auschwitz un musée d'État ouvert aux visiteurs. Prisonnier du camp, il y avait dirigé un réseau de résistance. Il va jouer un rôle clé parce que d'abord il connaît tous les rescapés personnellement, ce sont ses amis ou du moins ses relations, et il va s'investir personnellement dans la gestion de ce lieu, de ce musée. Le gouvernement polonais délimite le périmètre du musée.
il est composé de 2 ensembles, Auschwitz I, qui devient officiellement l'espace muséal, le lieu d'exposition des objets, et une grande partie d'Auschwitz II-Birkenau, qui est laissée en l'état. Le reste de Birkenau et Auschwitz III-Monowitz réintègrent les communes sur lesquelles ces camps ont été construits, Oswiecim et Brzezinka, nom polonais d'Auschwitz et Birkenau. Le musée d'Auschwitz est mis au service de la politique du gouvernement polonais. Placé à la tête du pays par Staline, le Premier ministre Józef Cyrankiewicz doit reconstruire un pays dévasté par la guerre et relever une population traumatisée. Józef Cyrankiewicz va utiliser Auschwitz, qui va être un lieu de pèlerinage du martyrologue polonais. Un pays innocent et victime, c'est ça qu'on va mettre dans la tête de tous les Polonais. On est dans la résistance. On va glorifier les gens qui se sont battus dans le camp. Et c'est un baume pour un peuple qui a terriblement souffert, effectivement. Alors Auschwitz est devenu d'une certaine manière une marque de légitimité pour le nouveau gouvernement polonais. À quelques centaines de mètres, et pourtant loin des commémorations, les habitants préfèrent tourner le dos au camp. Ils se racontent une histoire. Ils vivent à Oswiecim, tandis que le camp est à Auschwitz. Dans les années 50 puis 60, la ville est en plein boom économique. L'immense usine de IG Farben, construite par les détenus du complexe d'Auschwitz, a été remise en marche. Et une nouvelle population arrive en masse de l'est de la Pologne. Le gouvernement fait d'Oswiecim la vitrine économique de la région. Oglądamy osiedle wybudowane dla pracowników zakładów chemicznych w Oświęcimiu. Chyba jedno z najładniejszych w Polsce. Nowoczesna architektura, dużo zieleni i słońca. Dziś 12 000 mieszkańców, jutro 100 000. Donc il y a cette communauté avec tous ses besoins, toute sa dynamique, installée juste à côté de cet endroit, témoin d'une souffrance inimaginable. Ce ne sont pas les habitants d'Auschwitz qui portent la mémoire du camp. Il y a le désir de mener une vie normale. Mener une vie normale autour du camp, ça veut dire que ça doit bien être délimité. À un moment, c'est le camp, à un moment, c'est plus le camp et on n'en parle plus. Ten elegancki lokal to również fragment oświęcimskiego osiedla. Można także potańczyć przy dobrej orkiestrze. Zapewniamy was, że nie są to zdjęcia zrobione na pokaz. Tak bawi się tutaj młodzież w każdą sobotę. Au milieu des années 60, Oswiecim n'a plus rien à voir avec la ville d'avant-guerre. Oświęcim est une des plus anciennes villes de Pologne. Elle obtient son statut de municipalité dès le XIIIe siècle. En 1939, plus de 50% de la population de la ville est juive. Dans le centre-ville, cette population domine. Les immeubles appartiennent souvent aux juifs et il y a beaucoup de magasins juifs. Les 7500 habitants juifs qui y résidaient avant-guerre l'appelaient en yiddish « Ushpizim », ce qui signifie « ville accueillante ». La guerre a englouti cette histoire. Après avoir transité dans divers ghettos, l'immense majorité des habitants juifs de la ville ont été assassinés à Auschwitz-Birkenau. En ce 16 avril 1967,
Le 20e anniversaire de la création du musée est l'occasion pour Józef Cyrankiewicz d'organiser une grande cérémonie internationale à Auschwitz. Des centaines de milliers de personnes sont là pour l'inauguration d'un monument dédié aux victimes. Oddajmy hołd wszystkim tutaj zamordowanym. Devant le monde entier, le Premier ministre évoque le martyre polonais, puis dénonce avec force l'impérialisme américain et même la guerre du Vietnam. Pour lui, les nazis d'hier, les Américains et l'Occident sont les mêmes ennemis de la liberté, un danger pour la cause commune des Soviétiques et des Polonais. La politique dirigeait la mémoire, ça c'est très très clair. L'Allemagne nazie était présentée comme une émanation d'un monde capitaliste, occidental, conquérant. L'histoire n'avait pas de valeur en tant qu'histoire, elle n'avait de valeur qu'en tant que support pour l'idéologie marxiste. Dans son discours, le Premier ministre ne fait pas mention du génocide. Il ne prononce pas une seule fois le mot juif. Au cours de cet événement, il fait même inscrire dans la pierre le chiffre surévalué décidé par les soviétiques. 4 millions de victimes à Auschwitz sans identité. Une façon d'inscrire le lieu dans l'idéologie communiste. Le chiffre établi est de 4 millions de victimes à Auschwitz, sans spécifier combien d'entre elles étaient juives. Exagérer le nombre de morts à Auschwitz, c'est une manière de dissimuler la dimension juive de la catastrophe. Aujourd'hui, nous le savons, il y a eu 1,1 million de victimes à Auschwitz, et 90% d'entre elles étaient juives. C'est donc essentiellement une catastrophe juive, mais cela n'est pas souhaité d'un point de vue politique. Le thème des commémorations d'Auschwitz tournait autour du fait que ce n'étaient pas des Juifs qui avaient été tués, seulement des militants antifascistes internationaux. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité, bien sûr. Cette relecture de l'histoire d'Auschwitz, mise en scène par le bloc de l'Est, va bientôt être remise en question par de nouveaux visiteurs venus de l'Ouest. En 1972, j'avais 20 ans. Je cherchais ma famille, mes origines. Je ne connaissais pas la Pologne. J'allais à Auschwitz à chercher, les restes, les preuves, la visualisation de l'extermination des Juifs. Et je ne l'ai pas trouvé. Mais pas du tout. Lorsque je suis allé à Auschwitz la première fois, Beate était enceinte et je me suis dit je vais reconstituer la dernière étape de mon père. Au musée, il n'y avait pas de visiteurs de l'Ouest, c'était la guerre froide. Il y avait beaucoup de Polonais qui venaient. À l'intérieur du musée, il n'y avait pas l'identité des victimes. On voyait les restes de vêtements, de petits objets. Il y avait tout, mais pas d'identité. Aucun mot juif. Ça, j'ai découvert, a été un choc terrible. Dans une des salles, une maquette du camp de Birkenau est exposée. Il y avait la reconstruction des blocs de Birkenau, quelque chose d'incompréhensible. Et je dis, s'il y a une reconstruction, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Et je demandais, mais Birkenau existe? Et de là, j'ai demandé Birkenau. On m'a dit Birkenau, faut aller à pied. Donc je suis allé à pied à Birkenau. Le camp de Birkenau est distant de 3 kilomètres, à une demi-heure de marche.
quand je suis arrivé, c'était incroyable. Il y avait la fumée, il y avait quelqu'un qui vivait là, c'était les gardiens, mais il n'y avait personne. Au retour des camps, moi, j'avais 20 ans et j'avais beaucoup de choses à faire. Je ne pensais pas du tout au lieu d'Auschwitz-Birkenau, pas du tout. Je m'y suis refusé pendant une 30aine d'années. Puis après, les choses ont changé. C'est un voyage qui m'a particulièrement marqué. Birkenau était vide de tout à ce moment-là. Personne ne le visitait. L'homme qui se promène seul dans ce camp, bon, se trouve complètement démuni. À Birkenau, j'étais tout seul. Je me suis retrouvé vraiment tout seul. Et c'était un choc à Birkenau parce que, à ce moment-là, j'ai réalisé, je dois dire que c'était la première fois, mais réalisé pleinement que j'avais échappé à Auschwitz. Normalement, j'aurais dû arriver là, en même temps que mon père. C'est là qu'a eu lieu la Shoah. Mais il n'y avait pas de symbole, il n'y avait rien. Quelqu'un qui allait là, il ne pouvait rien comprendre de l'extermination des Juifs. Dans les années 1950, 60, 70, en fait, on ne sait pas grand-chose sur Auschwitz. Le rôle central des camps dans le meurtre des Juifs n'est pas un sujet parce que le meurtre des Juifs n'est pas encore reconnu à ce moment-là comme un événement clé du XXe siècle. Un an après avoir été élu pape, Karol Józef Wojtyła organise un voyage en Pologne. Il est né à 25 km d'Auschwitz. Premier pape polonais, ancien évêque de Cracovie, sa popularité dans un pays resté profondément catholique malgré plus de 30 ans de communisme est immense. Cette visite influence profondément la société polonaise. À Varsovie, il exhorte la foule. Ne perdez jamais votre liberté spirituelle. Le 7 juin, il est à Auschwitz. C'est une catastrophe pour les communistes. Sa conception est évidemment très éloignée de celle du régime communiste. C'est un adversaire de ce régime. Et ils se sont trouvés là avec un type qui avait un pouvoir énorme sur les Polonais, qui parlait polonais, qui était aimé des Polonais. C'était déjà un héros de la lutte pour la liberté d'expression. La visite du pape est un événement dont l'ampleur est sans précédent. Un demi-million de Polonais convergent dans une ambiance de kermesse vers Birkenau. La messe que Jean-Paul II y célèbre est retransmise par les télévisions du monde entier. Przybywam, ażeby modlić się wspólnie z wami wszystkimi i wspólnie z całą Polską. Nie mogłem tutaj nie przybyć jako papież. Le fait que Birkenau soit essentiellement le lieu du martyre juif fait que sa décision était pour le moins sujette à controverse. Jeszcze raz. À Birkenau, lors de sa messe, Jean-Paul II choisit de rendre un hommage à Edith Stein. Edith Stein est une juive convertie au catholicisme. En 1933, à 41 ans, elle devient carmélite, avant d'être déportée à Auschwitz-Birkenau en tant que juive en 1942. Il parle d'elle, d'une certaine manière pour que le martyr juif et le martyr catholique soient réunis à travers une seule personne. Le pape réussissait, je dirais, le coup de force de la présenter comme une sainte catholique morte comme juive. Assassinée parce que juive. Il n'a jamais dit qu'elle a été assassinée parce que chrétienne. Et le pape, c'est celui qui a fait bouger le plus les relations avec les juifs parce qu'il avait une façon de parler qui pouvait être entendue des deux côtés.
Jean-Paul II pensait en quelque sorte pouvoir jeter un pont au-dessus du très vieil abîme qui séparait ces deux traditions, et particulièrement au sujet de l'Holocauste. C'est exactement le contraire qui s'est passé. De leur propre initiative, 8 religieuses carmélites appartenant au même ordre qu'Edithstein installent un couvent à Auschwitz. Les autorités polonaises les ont autorisées à emménager dans un ancien bâtiment du camp. Pendant la guerre, il avait servi à entreposer les boîtes de Zyklon B utilisées pour les gazages. Les carmélites ont choisi de venir s'installer ici à Auschwitz pour prier et expier les atrocités commises dans le camp. Quand a commencé l'aménagement du lieu, ça a duré un certain temps, sans qu'il se passe rien. C'est lorsque les carmélites ont commencé à ramasser de l'argent en Europe, et notamment en France et en Belgique, que la communauté juive s'est rendue compte de ce qui se passait. Plusieurs personnalités ont protesté, et on dit ça, c'est une volonté de christianiser la Shoah. Alors que le mur de Berlin tombe et que la Pologne se libère du joug soviétique, le monde juif s'alerte sur le devenir d'Auschwitz et décide de mener le combat sur place. Il dénonce une instrumentalisation religieuse du lieu et demande le départ des carmélites. À Auschwitz, en Pologne, rebondit l'affaire dite du Carmel. Auschwitz doit être rendu à leur mort et au silence, mais pas en utilisant ça pour un but politique. Les carmélites sont excédés, les ouvriers réagissent violemment contre les visiteurs juifs. Traduction des propos, pas de caméra ici ou je la casse, dégagez sinon j'appelle la milice. Il y a des incidents et cette situation devient totalement incontrôlable. À la base, vous avez des juifs et des catholiques avec une vision très différente sur la manière de commémorer la catastrophe et qui s'affrontent sans aucune chance de s'entendre dans un contexte très chargé parce qu'il s'agit d'Auschwitz. Un mouvement de défense de la croix se crée pour protéger le Carmel. Ces militants catholiques radicaux plantent des dizaines de croix tout autour du bâtiment. Pour eux, il n'est pas question de déplacer le Carmel, malgré l'indignation des rescapés et des enfants de déportés. J'ai découvert la mise en place de dizaines, centaines peut-être, de croix dans le même coin, qui étaient gardées par un certain nombre de militants dans des tentes. Krzyż dla mnie zwycięstwem, obrona Polski i ojczyzny. Życi nie będą rządzić Polską. Zabierzemy jeszcze im majątek, który sobie przywłaszczają. Il faut 11 ans de polémique, la pression de catholiques ouverts au dialogue, ainsi que l'intervention personnelle de Jean-Paul II pour que les nonnes acceptent de déplacer le Carmel. Le pape a été obligé de demander à chaque carmélite personnellement de partir, parce qu'elle refusait de partir par tous les moyens. Et pour le pape, c'était une terrible humiliation qu'il soit obligé d'intervenir personnellement auprès de chaque sœur. Dans les années 90, Auschwitz fait régulièrement la une de l'actualité. Les négationnistes y voient un tremplin pour populariser leur thèse jusque-là confinée dans un petit milieu. Un Français, Robert Faurisson, choisit de se focaliser sur les chambres à gaz d'Auschwitz pour mettre le négationnisme sur le devant de la scène. L'argument de Faurisson était « nous excluons tous les témoins oculaires de l'affaire et nous nous concentrons uniquement sur les preuves matérielles. Et si on peut susciter le doute sur Auschwitz, alors il y en aura sur tous les autres camps. D'autant plus qu'il y a tellement de preuves matérielles à Auschwitz, alors attaquons ces preuves matérielles. »
Envoyé par Robert Faurisson, un prétendu ingénieur américain effectue illégalement des pseudo-prélèvements à l'intérieur des vestiges d'Auschwitz-Birkenau. En prenant le rôle de l'expert chimique, l'expert architectural, l'expert ingénieur, ils ont voulu faire dire à ces traces de preuves que les lieux avaient été conçus pour tout, sauf pour l'extermination de masse. Cette mascarade, qui débouche sur un rapport pseudo-scientifique, est reçue comme une insulte par les survivants et les familles des victimes. En réaction, l'État d'Israël et des organisations mémorielles du monde entier organisent cette même année une marche des vivants. Des centaines de jeunes visitent Auschwitz accompagnés d'anciens déportés. Ensemble, ils marchent solennellement d'Auschwitz I à Birkenau. Ce parcours veut symboliser la force de la vie. Le contraire de la marche de la mort que les nazis avaient imposée aux déportés en 1945, quand ils avaient évacué les camps devant l'avance des Alliés. Pendant ces marches, des milliers de détenus squelettiques avaient trouvé la mort. Des milliers de jeunes de tout pays participent chaque année à ce voyage ou à des visites organisées par des collèges et lycées. Auschwitz se veut désormais un outil pédagogique de transmission de l'histoire et de lutte contre l'intolérance, l'antisémitisme et le négationnisme. Il devient aussi le lieu des grandes commémorations internationales à la mémoire des victimes du génocide. Not all victims were Jews, but all the Jews were victims. Parmi tous les lieux d'extermination, Auschwitz incarne désormais le lieu symbole de la Shoah. Dans les années 90, pour la première fois, se pose la question de l'identification et de la sauvegarde des premières installations de l'extermination à Birkenau. Elle pourrait se trouver dans la partie du camp de Birkenau qui n'avait pas été intégrée dans l'espace du musée en 1947. Depuis la fin de la guerre, cette zone n'a pas cessé d'être grignotée par l'extension de la ville. Quand je suis revenue à Birkenau la première fois, je sentais l'hostilité des gens qui vivent dans ce coin-là. Et que comment ce camp leur sert de raccourci pour retrouver leur maison de l'autre côté. C'est un raccourci. Alors on voit des enfants qui passent, qui vont à l'école, des bicyclettes, des gens avec des courses, des gens qui rentrent chez eux, qui passent par le camp. J'ai toujours pensé retourner à Auschwitz, mais j'étais obsédée par cette idée pendant longtemps. Parce que j'ai une partie de moi est là, une partie de ma vie, de mon adolescence, une partie qui a joué un rôle, qui a déterminé ma propre vie, toute ma vie. Et vous savez bien quand même que tous les gens survivants ont un camp dans la tête. J'ai cherché la première chambre à gaz, la maison de paysans transformée en chambre à gaz. Je ne savais pas où elle était. En 1991, ce que cherche Marceline Loridan, c'est la première chambre à gaz qui a fonctionné à Birkenau et dont à l'époque on avait perdu toute trace. Dans cette chambre à gaz, appelée le Bunker 1, plus de 100 000 personnes ont été assassinées, notamment une grande partie des Juifs déportés de France en 1942, et parmi eux, les 4 000 enfants de la rafle du Veldiv.
impossible de vraiment dire telle maison ou telle maison parce que j'ai jamais trouvé d'indication. C'était comme si j'avais le sentiment comme si on avait pas voulu parler de cette maison de paysans qui avait servi de chambre à gaz. Et donc, après avoir cherché, je ne l'ai jamais retrouvée. À un moment donné, j'ai abandonné l'idée de la trouver. Dans les années 90, l'historien Marcello Pezzetti se lance lui aussi à la recherche du bunker 1. Pour comprendre la Shoah, j'ai compris qu'on devait travailler sur le lieu à chercher les endroits de mise à mort, où il y avait les installations de mise à mort, les chambres à gaz. Il multiplie les voyages à Auschwitz. Jusqu'au jour où il rencontre Shlomo Dragon, un rescapé. Shlomo Dragon faisait partie du Sonderkommando du bunker 1. Il avait pour tâche de sortir les cadavres des chambres à gaz. Je lui demandais où était le bunker 1, le premier. Vous avez travaillé là-bas et il m'a donné une réponse formidable. Il a dit, je sais comment arriver. Il m'a dit ça, je sais comment arriver. Shlomo Dragon, accompagné par Marcello Pezzetti, refait le chemin jusqu'à cette chambre à gaz. Ils arrivent dans une zone hors de la partie du camp de Birkenau préservée par le musée. Devant eux, des maisons habitées. Il a regardé et il a dit, mais il y a la maison, il y a une maison. Cette maison, c'est pareil. Et il s'est mis à pleurer et il a pris une photo. Mais il ne croyait pas. Il y avait encore quelque chose existant. 30 ans après la fin de la guerre, les descendants des propriétaires ont récupéré leur terrain. Ils ont reconstruit leur maison sur les fondations de l'ancienne habitation qui avait servi de chambre à gaz. 3 mois après la découverte du bunker 1, Marcello Pezzetti revient pour rencontrer les habitants. Ils prétendent que la chambre à gaz aurait été installée plus loin, dans la forêt. Voici un endroit où une centaine de milliers de personnes ont été gazées et dans lequel on vit. On élève des enfants, on fait l'amour, les générations passent, sans qu'il y ait la moindre volonté de faire mémoire de cet endroit. Il y avait là quelque chose de suffocant. Le lieu est authentifié par le musée qui refuse cependant de l'intégrer. C'est Richard Prasquier qui, au terme de nombreuses péripéties, va alors acquérir personnellement la maison pour en faire don au musée. Ça fait partie de l'histoire, et plus que de l'histoire, ça fait partie de la mémoire, et ça fait partie du respect que l'on doit aux morts, qui au moins de se souvenir de ce qui s'est passé, de ne pas effacer la mémoire après avoir effacé les cadavres. Le musée décide de détruire la maison. Aujourd'hui, sur son emplacement, se trouvent 3 stèles. C'est fermé. Ça veut dire que personne peut aller là. À Birkenau. Le début de la Shoah avec le gaz, c'est ici. Et qu'est-ce que reste de ça? À côté, la mairie a donné le permis de faire une maison incroyable. De l'autre côté, la même chose. À la lisière du camp, ce lieu où se trouvait la chambre à gaz est devenu un quartier d'habitation. Les Juifs étaient enterrés
à côté de la chambre à gaz. Alors c'est possible qu'une de ces deux propriétés habitées aujourd'hui soit dans le plus grand cimetière juif du monde entier. J'ai passé quasiment toute ma vie ici. Ici exactement. Personne ne disait à personne ce qui s'était passé. Il fallait bien vivre. Et les gens ont décidé de construire dessus. Je trouve que Brzezinka-Birkenau ne devrait même pas exister. Il y a trop de gens qui sont morts ici. C'est mal. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Il y a un rêve dont je me souviens tout le temps. J'étais ce prisonnier en habit de camp. Je mourais d'une façon ou d'une autre, dans une chambre à gaz, où ils me tuaient avec un bâton ou avec autre chose. Mais c'est sûr, si j'avais de l'argent, je me serais tiré. Mais bon, j'en ai pas. Je suis condamné. Situé à 500 mètres de l'entrée du camp de Birkenau, la Judenrampe, le quai aux Juifs, est découvert lui aussi hors de la zone préservée par le musée. De 1942 à 1944, c'est ici qu'arrivaient les convois des déportés juifs. C'est ici que s'effectuait la sélection, qui sépare la minorité qui entrait dans le camp de la majorité, tous les autres, comme les enfants, les personnes âgées, qui étaient conduits directement aux chambres à gaz. Lorsque j'étais allé à Auschwitz la première fois, j'avais cru que le train de mon père était entré à l'intérieur d'Auschwitz. Je me suis rendu compte au début des années 1980 que jusqu'au mois de mai 1944, les convois de déportation arrivaient ailleurs qu'à l'intérieur du camp d'Auschwitz. J'ai cherché l'emplacement de la Judenrampe, je l'ai retrouvé, j'ai vu que c'était des monticules d'herbe, il n'y avait rien, il n'y avait pas de rail, il n'y avait plus rien, quoi. Au moins 500 000 personnes sont descendues de ces trains à cet endroit-là. Et moi, je crois que la rampe, elle devait être sur la terre et pas sous la terre, voilà. En 2005, à l'occasion de la plus grande commémoration internationale jamais organisée à Auschwitz, un lieu de mémoire est inauguré sur l'emplacement de la Judenrampe. À l'initiative de Serge Klarsfeld, et grâce à l'action de la France, un rail et des wagons sont réhabilités sur ce lieu où arrivaient les déportés. Aujourd'hui, sous la pression des riverains, la municipalité interdit l'accès aux cars de visiteurs sur le site de la Judenrampe. Régulièrement, l'historien Marcello Pezzetti se rend à Auschwitz en compagnie du rescapé Benjamin Orenstein pour guider des groupes d'étudiants. Tous les Français, la plupart des Juifs français sont arrivés ici. Qu'il fallait encore qu'ils marchent au moins 1,5 km ou même 2 km jusqu'aux chambres à gaz. Ça, c'est le lieu de la mémoire
de plupart de la déportation de l'Europe de l'Ouest. Et il n'y a personne ici. Ils ont construit des maisons, il y en a un qui a construit, les autres, ils ont construit de nouveaux. Dans le temps, les cars, ils pouvaient rentrer avec les visiteurs. Maintenant, ils ont interdit et ils nous insultent et nous crachent dessus parce qu'on va sur leur propriété. Ça, c'est un territoire privé, donc c'est interdit. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Nous habitons ici, dans notre nouvelle maison, depuis 5 ou 6 ans. Moi, je suis, pour ainsi dire, un nouvel arrivant sur ces terres. Oui, un nouveau venu. C'est une question d'emplacement. C'est bien desservi. Bon, c'est sûr, il y a une mentalité ici. Comme quoi cet endroit est lié au camp, comment ces gens... Mais pour nous, c'est tout à fait normal. C'est une question d'habitude, en fait. Faut pas faire attention à ce que les gens disent. Le point faible, le nombre de touristes. Je dois le dire quand même, les touristes marchent n'importe où. C'est peut-être une question d'organisation. Il y a vraiment beaucoup de gens qui demandent comment aller ici ou là. Le problème, c'est les groupes de touristes. Franchement, plus d'une fois, on n'a même pas pu rentrer tranquillement chez nous. Nous, on va, on vient, on veut juste passer tranquillement. Non, non, c'est sûr que je quitterai pour rien au monde cet endroit. La vie a continué et il y a les gens qui voient ce qui s'est passé, puis les gens qui ne voient pas ce qui s'y est passé. Et les gens qui habitent là-bas sont bien obligés de fermer les yeux sur le passé pour continuer à vivre. Danuta Reichel habite Birkenau. Sa maison se trouve à 150 mètres du camp. Il y en a qui s'étonnent du fait que nous puissions vivre ici. Et nous, on vit ici tout simplement comme on vit, ici, normalement, ni bien ni mal. Là, on est dans mon jardin. Il y a surtout une aire de jeu pour ma petite fille. On s'y habitue. C'est la vue, c'est pas une autre vue. Nous avons notre église dans un ancien bâtiment du camp. C'est important pour les gens d'ici qu'elle soit près de chez nous. Aujourd'hui, les villes de Brzezínka et Oświęcim comptent à elles deux 50 000 habitants. Depuis 1979, Auschwitz-Birkenau est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Ce statut suppose de respecter une zone de silence de plusieurs centaines de mètres autour du camp-musée. Cette zone ne devrait plus accueillir de commerce, ni voir de nouvelles habitations se construire. Mais sous la pression des riverains, les municipalités ont toujours refusé de respecter les obligations imposées par ce statut. Le 8 mars 1999, des centaines d'habitants ont organisé une grande marche pour protester contre la mise en place de la zone de silence. Ils voulaient voir se réaliser un projet de centre commercial de 5000 mètres carrés à l'entrée du camp. My tu mieszkamy prawie 50 lat w tych blokach.
No, to nie jest tak wziąć i wyrzucić jak śmiecia, prawda? En 2010, l'UNESCO avait établi un nouveau plan de la zone de silence moins contraignant pour les habitants. Mais les autorités locales, qui comptaient parmi elles la future première ministre de Pologne, ont refusé de s'y conformer. Depuis, elles n'ont toujours pas accepté les obligations liées au classement d'Auschwitz dans le patrimoine mondial de l'humanité. Je souligne toujours que les habitants d'Auschwizim qui vivent ici depuis plus de 8 siècles ont parfaitement le droit de vivre normalement dans leur ville et de se battre pour le développement de cet espace. Stigmatisé par cette terrible tragédie, il est difficile que la ville d'Auschwizim et ses habitants en portent aujourd'hui la responsabilité ou les conséquences. Bien avant que l'on crée ces chambres à gaz à la place de Birkenau, des champs, des habitants, des villages, il y avait une vie normale, c'était le centre de Brzezinka. Comme je vous l'ai dit, ils habitent ici depuis des générations. Ils ont toujours habité là. Hitler n'a pas été très longtemps ici, 4 ans à peine. C'est un bref moment. À l'échelle des siècles, ces 4 années d'occupation hitlérienne sont passées comme un battement de cils. On pourrait se demander comment les gens vivent dans des endroits comme Hiroshima, Nagasaki ou même la place de la Bastille. Il devrait y avoir des déserts partout. Je ne pense pas que nous devrions étendre la zone de silence et de protection à des endroits tels que la chambre à gaz Bunker 1. Pour l'UNESCO, le plus important, c'est la mémoire historique. Et pour les habitants de la ville, les priorités ne sont pas forcément les mêmes. La ville continue de s'étendre. Des maisons se construisent. Très peu de visiteurs se rendent sur ces lieux clés de la Shoah. Les visites se font ailleurs. L'augmentation du nombre de visites a commencé ces dernières années à poser problème. Maintenant, il faut s'enregistrer. Comme quand on va, je ne sais pas, à un cinéma ou un théâtre, il faut s'enregistrer auparavant, n'est-ce pas? Il y a des quotas horaires maximum qui sont mis en place. Auschwitz est un des musées les plus visités d'Europe. Pour les tour opérateurs, il est devenu une étape majeure. Une minorité de visiteurs se rendent sur le site de Birkenau, car les visites sont programmées pour durer 2 à 3 heures maximum. Tout le monde peut le constater qu'il n'y a pas la possibilité de visiter avec calme, avec une réflexion. On a besoin du temps pour comprendre. On a besoin de réfléchir. On a besoin des explications. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas faire en 3 heures, en 2 heures, en 1 heure. Ça peut se transformer en l'horrible musée de Dracula. D'un Dracula hitlérien. Voilà. Mais les victimes, disparues. Auschwitz, il y a beaucoup de fosses communes derrière. Et je suis toujours surpris que les gens mettent des bougies sur les rails, parce que les rails, ça a tué personne. Personne ne s'est fait tuer par un rail. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui vont sur les fosses communes. Les gens pleurent devant le crématoire, mais ils ne pleurent pas sur les fosses communes. Et les crématoires, il y en a aussi au Père-Lachaise, entre parenthèses. Et le même. Et pour moi, le fait qu'on sanctifie la machine à tuer par les morts, c'est à valider le discours des SS. Ils ont dit on a tout fait disparaître. Il ne reste pas de traces des Juifs. Et on se trompe. On se trompe. Et c'est partout pareil. Hein. Moi, j'ai visité le musée du 11 septembre. C'est très dur pour que les gens se concentrent sur les victimes. Ça leur fait peur. Donc, ils parlent de la tour. Alors, ils montrent un pilier. Le pilier a résisté, comme si la tour était Jean Moulin, quoi.
Pour moi, partout, c'est un cimetière, oui. Ah oui, c'est terrible. Pour moi, c'est surtout ça, oui. J'ai l'impression que si on gratte, si on soulève les pierres des routes, si on, on creuse, on trouvera beaucoup de cadavres, ou des restes de cadavres, des os, des ossements. Moi, je rêvais qu'à un moment, à Auschwitz, il y a un grand mur avec tous les noms des Juifs qui ont été tués à Auschwitz. Mais c'est où, ça? C'est où? Pourquoi il y a les murs des noms à Paris, à Jérusalem, à Washington, à Los Angeles, et pas à Auschwitz? Pourquoi il n'y a pas de demande là-dessus? Nous devons permettre aux jeunes gens de faire leur, excusez-moi d'utiliser une terminologie des sciences religieuses, mais leur rite de passage à travers Auschwitz. C'était ces baraques-là, c'était ces chambres à gaz-là, c'était ici, c'était réel, j'y ai marché, je l'ai fait, je l'ai touché de ma propre main. C'est un fort moment, je crois, d'une éducation éthique, civique, certainement non seulement historique, mais ça va vraiment au-delà de l'historique. Il y a très peu d'informations à Birkenau, très peu d'indications et d'informations. C'est un choix. Est-ce qu'il aurait fallu faire de Birkenau un lieu plus propice à l'explication, à l'exposition? Ça, c'est toute la question que se posent des spécialistes de la muséographie. Nul n'est éternel. Par conséquent, ceux qui est éternel et ceux qui peuvent, non pas éternel, mais qui peuvent rester bien longtemps, ce sont nos témoignages. Moi, ce que je souhaite, c'est que sur place, il y ait les hommes et les gens aient la capacité, dans 50 ans, de voir des déportés qui parlent. Autrement dit, des témoignages enregistrés, que les gens puissent les entendre sur le lieu même de leur lieu de souffrance et de martyre. Un lieu comme Auschwitz suscite des tas d'interrogations, d'interpellations, de réflexions historiques, philosophiques. Ce qu'il faut, c'est préserver le site tant qu'on peut le préserver et le présenter d'une façon convenable. La vie continue et il y a une contradiction absolue entre un lieu de vie à mort entouré par un lieu de vie. Voilà, on n'en sortira pas de cela, quoi. Il faut que la visite d'Auschwitz soit le lieu d'un apprentissage de l'histoire, l'histoire sans correction, sans déviation de ce qui s'est passé, et que cela, ça doit absolument nous interpeller, nous autres, chacun parce que c'est un homme, pas parce que c'est un juif, parce que c'est un Polonais, mais chacun parce que c'est un homme, de ce que les hommes sont capables de faire à d'autres hommes.